Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui touche tous les profils créatifs, mais pas que. C'est un truc qu'on évite souvent jusqu'au moment où ça peut faire mal. La structure. Parce que quand tu fais un métier créatif, tu peux vite te raconter que les process, c'est de la rigidité, que l'organisation, c'est de la perte d'élan, et que, au fond, si tu cadres trop ton business, tu vas dénaturer ton travail. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas un film d'horreur. Et que, en réalité, l'absence de structure, ça ressemble rarement à de la liberté. Ça ressemble plutôt à un gros bazar, de l'urgence, de la charge mentale, du stress. Tant que t'es tout seul, pourquoi pas? Mais à partir du moment où il y a d'autres personnes qui doivent rentrer dans ton business, prestataire ou pas, là, ça commence à se compliquer. C'est à ce moment-là, généralement, que tu te retrouves à porter ton business dans ta tête et où ça devient difficile de le sortir pour le formaliser pour une personne qui ne fonctionne pas comme toi. Dans cet épisode, je reçois Samuel Durand. Samuel, c'est un explorateur. Il va aller creuser les transformations du travail à travers plein de formats hyper ludiques, et notamment le documentaire. Et je l'ai invité aujourd'hui parce que il a partagé un truc hyper intéressant il y a quelques temps de ça, c'est que son activité grandit. Il y a de plus en plus de monde autour de lui et donc il a dû muscler un petit peu ses systèmes sans perdre son côté créatif. Donc tu vas voir dans l'épisode, on va parler ensemble de ces points de passage obligatoires, c'est-à-dire les endroits où il est hyper carré, et de tout ce qu'il choisit volontairement de laisser un petit peu plus flou. On va parler aussi d'avance, de production de contenu, de content flywheel, de délégation et de comment est-ce qu'on peut se créer un fonctionnement qui roule sans que toi, tu te sentes enfermé. Donc, si tu te sens l'âme créative ou créatif et que tu sens que ton business est en train de grandir, peut-être plus vite que tes systèmes, que sa structure, alors cet épisode, il est fait pour toi. Allez, je te laisse avec notre conversation. Salut Samuel, je suis ravie de te retrouver sur le fauteuil des invités de Work in Process. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que en une seule phrase, tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Salut Marine, merci pour l'invitation. Moi, j'explore les transformations du travail à travers plein de formats ludiques et le principal étant le documentaire. Et j'adore suivre ton travail. D'ailleurs, moi, je t'ai invité suite à un post que tu avais fait il y a quelques semaines maintenant, où tu disais justement que, en fait, ton agence de documentaire, si je peux l'appeler comme ça, elle grandit, elle grossit. Il y avait plus de monde dans l'équipe. Du coup, ça demandait un petit peu plus de structure. Et ça m'a interpellée parce que moi, je vois ton métier comme quelque chose de très créatif. Donc, j'avais envie qu'on aille explorer ça tous les deux dans cet épisode parce qu'il y a plein de créatifs qui écoutent Work in Process et qui se disent l'organisation, la structure, c'est pas pour moi. Ouais, ok, allez, vas-y, marrant, chaud. Allez, c'est parti. Alors, la première chose qui te vient à l'esprit quand je te dis organiser une aventure créative sans la dénaturer, c'est quoi? Ouais, je vois bien ce à quoi tu fais référence. En fait, j'ai plein d'amis à moi qui sont des créatifs aussi, tu vois, et qui sont que créatifs, qui sont pas organisés, et du coup OK. qui patinent et qui pourraient aller beaucoup plus loin. Je pense que ce qui fait qu'on a un bon débit, moi je sors en gros un documentaire par an. C'est des documentaires qui est dans Pour donner un peu un ordre d'idée, on met normalement 2 ou 3 ans pour faire un documentaire, tel qu'on le fait. Nous, on en sort un par an, ça tient à pas mal d'organisation et en même temps de l'approximation. Je pense qu'il y a des trucs sur lesquels tu peux relâcher et des trucs sur lesquels, faut être hyper organisé, et donc je pense que pour pas dénaturer une aventure créative, il faut bien identifier quels sont les points de passage obligatoires sur lesquels il faut être ultra carré. Et moi, du coup, comme j'ai plein de choses à faire, à côté des documentaires aussi, j'aime bien avoir énormément d'avance sur tout. C'est-à-dire que je travaille jamais dans l'urgence, dans le last minute, et puis, tu as d'autres trucs où tu te dis: «Bah, ça, c'est pas très grave». Et tu sais que tu peux pas être partout, donc tu lâches, sur d'autres sujets et tu fais tes choix, quoi. Ça, c'est je pense le prix à payer quand tu choisis de pas avoir d'équipe et de rester seul. Mmh. Hyper intéressant et d'ailleurs, en lisant ton post, moi, je me suis demandé, est-ce que avant, t'étais pas organisé, pas structuré dans le sens où tu l'as mentionné dans ton post? Comment est-ce que tu gérais, en fait, avant de structurer de la façon dont on va parler un petit peu plus tard dans l'épisode?
Moi, non, je pense que j'ai toujours été, structuré de la façon dont je le suis aujourd'hui, OK. mais je tu vois, aujourd'hui, là, en 2026, je me considère pas encore comme structuré. Je pense qu'il y a 1000 Mmh. choses qui pourraient être améliorées, mais en même temps, tant que je suis pas forcé de le faire et tant que c'est pas un essentiel pour mon activité, j'ai autre chose à faire, en fait, que de structurer. Tu vois, il y a plein de trucs, tu des mentions légales. Je crois que les 3, 4 premières années, j'en ai pas eu sur mon site. Heu, Parce que j'avais pas le temps. Il y a 1000 autres trucs, sur lesquels j'ai pas le temps, parce que j'ai trop de trucs à faire qui sont importants et donc c'est des trucs qu'il faudrait faire, ça donne un cadre, mais tu repousses parce que c'est pas essentiel et donc je pense qu'un jour, je serai peut-être structuré et je le vois au fur et à mesure, que j'intègre des personnes dans l'équipe. Quand je dis équipe, c'est des gens qui sont pas salariés, hein, c'est des gens qui travaillent avec moi, qui sont tous indépendants ou qui ont leur des structures, des entreprises. Parfois, c'est des petites boîtes aussi, mais au fil des années, j'ai un peu étoffé cette équipe et quand j'étais absolument tout seul, c'était très simple, c'était le bordel dans ma tête. J'ai dû mettre en place quelques petits process et je rechigne encore à en mettre d'autres qui seraient, à mon avis, plus efficaces, mais je vais y aller, à mon rythme. On va pouvoir en parler. Est-ce que justement, le fait de passer de toi tout seul à ton équipe, est-ce que ce fait de structurer, ça te faisait peut-être peur de perdre quelque chose d'un point de vue créatif? Pas forcément d'un point de vue créatif, mais ça me faisait peur de me dire: «Je vais perdre du temps» parce qu'en fait, j'ai pas envie de faire du management et dès lors que tu commences à mettre des process, du coup, tu as des reviews, heu et c'est peut-être, tu vois, une mauvaise, façon de le voir parce que tu mets des process pour gagner du temps derrière. Mais en même temps, moi, c'est pas forcément la perte de créativité, c'est la perte de trucs marrants. Moi, ce que j'aime bien dans le bordel, c'est que c'est aussi, c'est que c'est créatif et du coup, c'est assez cool et dans le process, moi, je le vois comme un truc désagréable, le process, comme un truc qui t'enferme un petit peu et donc il y a des moments où je peux être réticent, tu vois? À me dire, j'ai pas envie de tomber amoureux de l'outil pour l'outil, tu vois? J'ai plein de potes qui sont des fanas de Notion et qu'est-ce que je m'en fous de Notion, moi, moi, franchement, un Notion, à moins que tu me l'envoies et qu'il est déjà setup, il y a aucun monde où je passe plus que 4 secondes à setup un Notion. Je vais sur un Google Doc et ça marche, tu vois? Et je pense que ça, c'est la limite, c'est que quand tu atteins une certaine taille, d'un moment, tu as besoin d'avoir un truc plus structuré que juste un Google Doc. Ouais. Moi, ce que je visualise en t'écoutant, c'est j'ai l'impression de voir un enfant dans une grande salle de jeu. Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est vrai, hein. C'est un peu, la vision que j'ai de la vie, hein. Mais c'est génial. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est quand tu dis que, structurer son business, les process, c'est pas fun. Alors ça, c'est pas ce qu'on défend sur Work in Process, mais je t'enverrai des épisodes. Peut-être que ça te fera changer d'avis, on sait pas. Mais au niveau de la délégation, j'entends ce que tu dis quand tu dis que, il y a une certaine partie de management à faire, des reviews et cetera. Moi, je pense que ça dépend du niveau de délégation, que tu cherches aussi et des profils que tu as dans ton équipe. Et d'ailleurs, ça me fait une belle transition puisque, toi, tu m'avais dit que tu voulais des profils autonomes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, un profil autonome? C'est une bonne question et ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Toutes les personnes avec lesquelles je travaille sont autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on se met d'accord sur un objectif et sur un prix et je n'ai pas besoin de donner aucune autre indication. Et la personne va être capable de d'avancer toute seule et ne va m'écrire, ne me solliciter que s'il y a un problème qu'elle n'arrive pas à régler elle-même parce qu'elle aura déjà essayé de le régler et elle va pas se dire: «Non, mais je suis pas responsable donc je remets tout de suite ça sur la table, tu vois? On en discute tout de suite». Non, non, en fait, tu es responsable de l'objectif. Je m'en fous de la façon dont tu y arrives, tu vois? Mais et ça, je pense que ça se travaille avec le temps. Tout le monde n'est pas fait pour faire ça, mais Mmh. ça veut dire que je passe un minimum de temps avec chacune de ces personnes sur les projets et c'est des gens avec qui on passe du temps ensuite parce qu'on s'entend bien et qu'on discute d'autres trucs. Mais pour vraiment la gestion de projet et le travail en tant que tel, c'est hyper efficace parce qu'eux savent exactement quand me solliciter et très concrètement, on bosse vraiment en seulement quelques minutes par semaine alors que c'est des trucs qui sont structurants pour l'activité. J'adore, parce que du coup, ça me fait une très belle boucle avec ce que je t'ai dit avant. Là, ce que tu me décris un profil autonome, en réalité, c'est les derniers niveaux de délégation. C'est quand on a des profils justement qui prennent la responsabilité d'une tâche, d'un projet, peu importe. Et ça, c'est les délégations qui sont les plus intéressantes. Parce qu'effectivement, si tu vas chercher, je sais pas moi, quelque chose de très exécutif, fais-moi un logo qui soit avec un carré, un rond, telle couleur, etc. Ça, c'est les premiers niveaux de délégation. Ça peut être bien, mais comme tu dis, il y a ce temps de review. Là, ce que je décèle dans la structuration que tu as mis en place, dans ton entreprise, dans ton projet, c'est qu'il y a déjà une certaine maturité à ce niveau-là.
Mais ça me pose la question aussi de est-ce qu'il y a des choses, que tu as dû apprendre à ne plus faire? Justement avec des profils comme ça qui prennent, les responsabilités de tout ou partie d'un projet? Ah, c'est une bonne question, je ne sais pas tellement parce que les premières choses que j'ai déléguées, c'est pas des choses que je faisais déjà moi, c'est des choses, que je ne savais pas faire et pour lesquelles j'avais besoin de personnes qui aillent plus loin que mes capacités. Donc, peut-être sur LinkedIn à la limite, tu vois? J'écris plus beaucoup de posts LinkedIn moi-même mais franchement, ça me saoulait déjà, donc j'étais très content de le déléguer. Tu vois? C'est pas quelque chose qui m'a manqué ou j'ai dû me forcer de plus le faire moi-même. Non, tout ce sur quoi je travaille avec des gens qui m'aident, c'est des choses, que je ne faisais pas moi ou que je faisais de façon très minimale et là, on va beaucoup plus loin avec d'autres personnes là dont c'est le métier. OK, donc là, tu nous as parlé de tes posts LinkedIn. J'imagine qu'il y a un ghostwriter il y a derrière tout ça. Tu as d'autres exemples à nous donner? Ouais, bah, en fait, l'équipe, les gens avec lesquels je travaille le plus, j'ai un bras droit édito, qui lui est entre 1 et 2 jours par semaine et qui va être capable à la fois alors c'est lui qui est aussi ghostwriter, mais il va être OK. capable de donc il a la double casquette, très opérationnel là-dessus, mais il va aussi gérer, typiquement, quand on a des montages, j'ai lancé du YouTube, donc c'est lui qui va gérer la rédaction d'un script, qui va gérer quelqu'un d'autre qui fait la minia, non mais du coup, il va faire le brief de la minia, review. Moi, je reçois la minia que quand elle est prête, parce qu'elle est définitive. J'ai jamais mon mot à dire là-dessus. Heu, Pareil pour le montage du documentaire, il va faire les retours, il va préparer aussi toute l'écriture. En fait, moi, je tourne la vidéo et Mmh. ensuite, je la vois quand elle est en ligne. La mise en ligne aussi, c'est lui qui s'en occupe. Donc il va chapeauter tous les différents prestats qui vont travailler sur la communication, Mmh. d'une façon ou d'une autre. De temps en temps faire des choses lui-même, c'est-à-dire qu'il a quelques bases de montage où il peut, en 2 secondes faire des trucs, si jamais c'est, très facile. Si jamais c'est plus complexe, on a en gros 3 niveaux de monteur, avec, du très basique, du moyennement et du, expert et donc à chacun, on va pas les solliciter, je vais pas te demander à un expert de faire un réel, de, 30 secondes où il y a 3 cuts à faire. Mais par contre, du coup, lui arrive à faire cet arbitrage de: on sait à qui on l'envoie celui-là et et est capable de solliciter la bonne personne sans que moi j'ai besoin de mettre mon nez là-dedans. Ça, c'est efficace. Après, j'ai d'autres personnes qui interviennent de façon plus ponctuelle, tu vois? J'ai quelqu'un qui s'occupe, un peu la même chose que pour le montage, mais sur des visuels, tu vois? Sur du graphisme. J'ai une directrice artistique qui globalement fait, les grosses affiches, l'ADA. Elle travaille sur des choses ponctuelles, 4-5 fois dans l'année et puis, d'autres personnes, plutôt graphistes un peu plus juniors, qu'on va solliciter, j'en ai 2 ou 3, avec qui on travaille régulièrement et voilà, on a besoin d'un visuel, d'une bannière pour un event, on a besoin de rebosser sur un truc, et heu et le pareil, là, c'est la personne qui va savoir faire. OK, Bras droit et édito. ça, c'est le fonctionnement pour la partie documentaire ou c'est pour tous les projets? Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, mais qui sera présent dans l'intro, c'est que tu fais plein d'autres choses en dehors des documentaires. Tu as sorti une BD, tu fais des Ouais, événements, tu as un comedy club autour ouais. du futur du travail. Donc la gestion de projet, au final, vous fonctionnez comme ça? Ouais, c'est pour absolument tout et d'ailleurs tout ce que je t'ai mentionné, ça correspond même plus à des trucs en dehors parce que pour le documentaire, j'ai encore une autre équipe, qui travaille, pour la réalisation du documentaire, pour le montage du documentaire et tous les détails du documentaire qui vont être le motion, le sound design, et ça, c'est avec encore une autre boîte. Donc OK. c'est vraiment pour l'ensemble de toutes les activités work in progress, quelles qu'elles soient. Ça marche, et quand tu as commencé à constituer, ton équipe au début, j'imagine que comme, tous les projets, toutes les entreprises, il y a eu des ajustements, peut-être des ratés, des surprises. Est-ce que tu aurais des petits snacks comme ça, des petites anecdotes à nous partager pour, dédramatiser les personnes justement qui s'apprêtent à déléguer et qui appréhendent un petit peu? Ah, je pense que tu as, si tu veux quelqu'un d'autonome, c'est pas facile nécessairement à trouver. Il y a plein de gens qui se disent autonomes, mais qui le sont pas réellement et donc moi, je me suis un peu cassé les dents sur les trucs où je me disais: «Ah, j'aurais bien aimé déléguer un peu plus, la responsabilité de tel truc» et quelques profils pour qui ça fonctionnait pas, qui étaient pas, à l'aise là-dedans. Là, je pense que j'ai vraiment trouvé, le bon équilibre là-dessus. Il y a eu des moments où, tu vois, il y a des choses qui sont pas faites exactement comme toi tu as envie, mais là, faut faire un choix de dire: «Est-ce que c'est grave et dans ce cas-là, c'est un essentiel, faut recadrer, on refait un brief clair et on explique pour que ça arrive plus. Ou est-ce que c'est pas grave, on s'en fout, mais et faut juste accepter que c'est pas fait exactement comme on l'aurait fait et ça, je pense que j'ai pas eu trop de mal en vrai. C'était pas très complexe. Je pense que le vrai sujet, le plus difficile, c'est juste de trouver les bonnes personnes et ensuite de les garder sur du long terme. Quand tu as trouvé quelqu'un de bien, tu as pas envie que la personne change au bout de 3 mois. Donc ça, c'est assez chouette, tu vois? Mais j'ai pas encore trouvé la personne qui va arriver à m'aider sur le côté, logistique. J'ai beaucoup, beaucoup de logistique dans mon travail, hem
Et ça, c'est quelque chose qui me manque, mais ça viendra au fur et à mesure parce que je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un fit. Heu et l'autre truc, c'est que je veux pas juste quelqu'un d'efficace, je veux quelqu'un avec qui je m'entends bien. Même si on se parle que 15 minutes par semaine, il faut qu'on puisse, bien triper ensemble et donc tu vois, je veux un fit, sur le fond et je veux aussi, qu'on s'entende bien. Donc ça f ça rend peut-être plus complexe, la recherche. Donc ça veut dire que pour toi, pour qu'une collaboration fonctionne, il y a le côté, «fiche de poste» entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que la personne elle a les compétences? Est-ce qu'elle a, la posture, la personnalité pour matcher avec les valeurs de work in progress? Et est-ce qu'on va bien s'entendre? Est-ce qu'il va la personne va bien s'entendre avec les autres membres de l'équipe? Parce qu'ils doivent parler entre eux aussi, j'imagine? Ouais, ça aussi, carrément. Mais moi, c'est vraiment, j'ai pas envie de parler à des gens que j'aime pas, quoi. J'ai envie de m'entendre bien avec les gens avec lesquels je parle, je suis pas là j'ai la flemme de bosser si jamais c'est pas des gens cool. Donc c'est vraiment ce fit, quoi et c'est pour ça que tous les gens avec lesquels je bosse d'ailleurs, c'est que des rencontres que j'ai fait un peu par hasard, tu vois? C'est assez rare que ce soit juste, quelqu'un que j'ai trouvé sur une plateforme de freelancing, par hasard. OK. Donc là, ce que je retiens au final, c'est que pour faire ressortir, l'autonomie dans une collaboration, bien évidemment, il y a une question de est-ce que la personne a le profil ou pas? Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est que c'est quelque chose qui va se construire. Parce que tu leur amènes un cadre clair, que toi tu as défini au préalable avant ou que tu définis avec eux. Il y a une notion de confiance aussi, puisque là, c'est une délégation au niveau de la responsabilité de toute partie d'un projet. Et puis, on n'en a pas trop parlé, mais j'imagine que, il y a quand même un certain droit à l'erreur. En tout cas, au début de la collaboration pour se dire: «Bah, peut-être que la personne, elle a mal compris, ce que j'attendais d'elle» ou peut-être que c'est pas, comme tu disais, exactement ce que j'attends et du coup, on Ouais, fait des allers-retours ensemble. ouais, carrément. Il y a évidemment droit à l'erreur, au début et même après, franchement, les gens qui travaillent avec moi disent que c'est assez cool de bosser avec moi parce que c'est pas très compliqué. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur un objectif et que la personne, elle se sent engagée par l'objectif parce qu'elle sait qu'elle en est responsable, elle sait qu'elle a toute la latitude. Je fais un exemple très bête, mais tu vois, là, on a fait l'affiche, du nouveau documentaire qui est sorti quand l'épisode sort. Ce documentaire, c'est une graphiste, directrice artistique qui bosse dessus depuis 3 ans, elle fait chaque année les affiches. Hem Elle, je lui donne en gros, un objectif, un brief et puis on se met d'accord sur un prix. La façon dont elle fait son truc, je m'en fous complètement. Si elle me disait qu'elle voulait le faire sur Paint ou sur Canva, je serais étonné, mais c'est pour moi, je m'en fous à la limite si ça sort bien à la fin, tu vois? Et je pense que ça c'est précieux pour eux et puis le fait que, du coup, on est fiable des 2 côtés. On s'engage sur un process, c'est-à-dire qu'elle, elle est capable de me dire quand est-ce qu'elle va me livrer, mais quelles sont les étapes intermédiaires sur lesquelles moi je dois faire des retours. Mais du coup, je suis aussi rigoureux là-dessus. C'est-à-dire qu'en échange, elle me livre à l'heure, mais moi je lui livre à l'heure mes retours. Je lui mets à sa disposition tout ce dont elle a besoin comme outil, si jamais il y a besoin d'autre chose. Tu vois, typiquement là, il fallait des photos, il fallait acheter des droits sur des trucs. Bon, bah, ça, on règle ça rapidement. Et je pense que du coup, c'est assez réciproque. Je pense que ce qui relie toutes les personnes avec lesquelles je bosse, au-delà du fait qu'elles sont talentueuses dans ce qu'elles font, c'est surtout qu'elles, il y a une fiabilité, de chacun et j'aime bien bosser avec des gens où tu sais que on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit et là, du coup, tu sais que tu peux te faire confiance et tu sais que même tu sais, ta deadline, elle est demain, tu as pas eu de news depuis 20 jours, mais tu sais que tu l'auras demain matin parce qu'en fait, c'est comme ça, la personne, elle marche comme ça et il y a pas de galère. J'adore. J'adore parce qu'effectivement, ça revient sur, ça reboucle sur la notion de confiance dont on disait et ça se construit au fil du temps. Donc, pour les personnes qui écoutent, qui, commencent à déléguer ou qui vont bientôt déléguer, qui appréhendent un peu, dites-vous que, les premiers temps, ça sera pas forcément parfait. Faites-vous confiance quand même parce que normalement, vous savez un petit peu ce que vous faites. Mais, dites-vous que une relation de qualité avec un prestataire, un collaborateur salarié, peu importe, même un stagiaire, ça va prendre un petit peu de temps. Donc faut quand même relativiser aussi à ce niveau-là. Toi, ce que tu décris au final, Samuel, ça s'est pas fait du jour au lendemain, on est d'accord? Non, ouais, bien sûr, c'est des ajustements, ça prend des semaines, hein. Petit break ici, si tu es encore en train de nous écouter. Ce que Samuel vient de dire là, c'est hyper important. T'as pas besoin d'être organisé partout. T'as juste besoin d'identifier 2 ou 3 endroits où tu dois être irréprochable et de choisir consciemment le reste. Je te propose un petit exercice d'ailleurs pendant l'écoute. Note juste un point de passage obligatoire dans ton business. Tu sais, c'est un truc qui, s'il est bancal, va te créer un sentiment d'urgence et va te bouffer de l'énergie. Et écoute la suite
de notre conversation en gardant cette question en tête. C'est quoi la version la plus simple possible de ce système? Allez, on reprend. Tout à l'heure, tu disais que les process, c'était pas très fun, c'est pas très sexy. Bah, je voudrais qu'on en parle. C'est quoi les types de process sur lesquels tu as bossé, les indispensables pour toi? Alors, pas forcément en rentrant dans le détail des outils, mais juste dire qu'est-ce qui est indispensable aujourd'hui pour faire tourner ta boîte en termes de système, en termes de process. Waouh, il y en a plein, dans plein de briques différentes, mais ce qui t'intéresse, ça va être un process où je vais, être en interaction avec d'autres personnes, j'imagine? Où je vais déléguer? Ou pas Pas, f- forcément? pas forcément, ça peut être un OK. process où toi t'es impliqué dedans, ou alors un process où ton équipe elle est full en autonomie et où toi tu apparais pas ou très peu. Bah, on va en faire un de chaque si tu veux. Un process Allez. qui me concerne que moi, mais qui est un indispensable parce qu'il concerne le cash. En gros, ce que je vends, ce qui me fait vivre, c'est que je donne des conférences en entreprise. Donc pour ça, j'ai besoin d'avoir des demandes de conférences entreprises. J'en ai plein de demandes, mais du coup, si ça arrive sur LinkedIn, si ça arrive dans les mails, ça arrive dans tous les sens, j'arrive pas à suivre. Donc j'ai un formulaire. Ce formulaire me permet de préqualifier, où en gros, je vois un petit peu quel va être heu, le concept, de ce qu'il faut faire. Ça emmène soit, 2 possibilités, soit on va ensuite faire un call parce que j'estime qu'il y a un intérêt à ce que j'aille parler dans cette boîte-là et que ça peut avoir de l'impact, donc on va se faire un call. Soit je suis pas dispo déjà, donc on évacue tout de suite. Il y a pas de budget, on évacue tout de suite. Et je sens qu'il y a pas un fit immédiat. Dans ce cas-là, je vais demander plus de précision par mail. Mais on finit par arriver à l'étape du call. Donc là, tu avances dans ton process, du coup, formulaire, call. Suite au call, là, faut imaginer qu'en gros, j'ai 6 documentaires. On me demande des interventions qui, à chaque fois, vont être des mix de différents documentaires. Donc là, plutôt que ce que je faisais avant, qui était très chronophage, c'était de, à chaque fois, repartir d'une feuille blanche pour dire: «Bah, voilà ce que je pourrais vous faire en 1 heure». Non. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié dans tous mes documentaires entre, 6 et 10 extraits pour construire ma conférence. Donc je leur envoie une sorte de grosse bible, avec tous les extraits. Je leur dis: «Piochez et construisez» et en fonction du temps qu'on a alloué, c'est 5, c'est 7, c'est 11 extraits qu'on a le temps de mettre dans le temps imparti de la conférence. Donc vous me construisez la conférence à partir de ce que je vous propose, que je vous suggère. Comme ça, c'est vous, qui êtes, garant de ce que vous aurez comme contenu le jour J. Moi, je vous ferai le jour J ce que vous demandez. Donc en gros, tu fais bosser ton client. Le client, il te livre un truc. Après, soit on se valide là-dessus, soit parfois il y a un petit call juste parce que c'est intéressant quelques jours avant de se remettre un petit peu dans le bain, quelle est l'audience, comment est-ce que tu vas personnaliser parce qu'il y a un truc qui est un peu sur étagère, mais tu as aussi toute une dimension de personnalisation. Ça, je vais prendre quelques notes. Oui. Et puis on passe à la suite. Et après, il y a plein de micros détails, mais qui t'intéressent peut-être quand même, moi j'ai des automatisations, sur mon ordi, tu vois? J'ai des petits slash, conf, slash oui, slash non, slash merci, slash facture, slash tout ça, qui font que ça envoie des messages pas automatisés, mais en gros préenregistrés, à des moments stratégiques où c'est des trucs qui ont l'air d'être des trucs très complexes parce qu'à chaque fois, je vais réenvoyer les liens vers les documentaires, je vais réenvoyer des presse, je vais renvoyer plein de trucs. En fait, ça prend littéralement 2 secondes et ça me permet de pouvoir faire 70 conférences à l'année, qui sont toutes différentes. Il y en a pas 2 qui sont les mêmes, mais sans avoir aucune charge mentale et avoir un temps de préparation qui est de moins d'1 heure par conférence. Et ça, pour parler avec d'autres conférenciers, c'est, pas aussi simple parce qu'ils ont pas cette, je pense, bibliographie sur étagère, tu vois? Qui permet de construire un truc, qui s'imbrique dans tous les sens, qui fait que c'est différent, mais c'est quand même toujours la même base. C'est génial. Et côté rentabilité, du coup, j'imagine que maintenant que tu as construit ce système-là, tu dois exploser les plafonds. Ouais, du coup, c'est très rentable. Bah, déjà la conférence par nature, c'est quelque chose de très rentable, il y a pas de frais, et surtout, c'est ce qui me permet vraiment, tu vois? Je me rappelle vraiment qu'il y a 6, 7 ans, quand j'ai commencé les premières conférences, une conférence déjà en tant que telle, ça me mettait un petit peu de stress, donc j'y pensais quelques jours avant la conférence. Dans la préparation, comme j'étais stressé, du coup, je la préparais beaucoup plus, donc je passais quelques heures, peut-être 5 ou 6 heures par conférence, donc évidemment, je pouvais pas en faire autant, même si j'avais plus de temps. Aujourd'hui, ça glisse, c'est-à-dire qu'une conf, c'est pas différent d'un rendez-vous d'1 heure, quoi, pour moi. Il y a tout un état d'esprit dans lequel tu te mets avant de monter sur scène, mais bon, bref, ça, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de process, c'est hyper simple et c'est même un des trucs les plus simples de vendre et préparer une conf, pour moi. Donc c'est pas un truc qui va me rajouter de la complexité. C'est génial. Et le deuxième process que tu voulais nous partager?
Donc C'est ça, c'est quoi? celui qui me concerne que moi. Un autre Ouais. process qui peut être intéressant, c'est quand, tu vois, là, on lance en gros des vidéos YouTube. Hem, donc quand je lance une vidéo YouTube, première étape, je choisis un sujet, j'en parle à mon bras droit édito. Lui va lancer une écriture de script. Ça, c'est quelque chose qu'il va faire lui-même. Je vais review ce script, ajouter mon grain de sel dedans, parce qu'il faut que à la fin, c'est moi qui tourne, donc il faut que je maîtrise un peu le sujet, donc je le voilà. Je tourne la vidéo. Dès que j'ai tourné la vidéo, j'envoie les rushs à mon bras droit édito et là, je ne touche plus à rien. Lui, de son côté, il va lancer une miniature auprès de miniaturistes, il va lancer du montage auprès d'un monteur, il va lancer une fois qu'il reçoit le montage fini, donc il y aura des retours, des allers-retours et des trucs. C'est rare que je tranche là-dessus, mais il peut me solliciter là-dedans, mais c'est assez rare. Une fois que la vidéo est prête, il va faire 2 choses. Il va, lui, faire du copywriting pour que sur tous les réseaux, on ait une sortie et une promo de cet épisode, de cette vidéo YouTube. Il va lancer un autre monteur, une monteuse en l'occurrence, sur des extraits, des reels, des extraits de cette vidéo YouTube et ensuite il va la mettre en ligne. Tout ça, du coup, se passe de façon très fluide et sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. C'est un process qui est, hyper simple et pourtant c'est un truc assez lourd de lancer une chaîne YouTube. Je me disais: «Putain, il y a beaucoup de choses à faire quand même». En fait, en étant déjà avec la bonne personne pour travailler, moi je vois pas, beaucoup les trucs relous à faire. Ouais, parce qu'au final, ça doit te prendre peut-être, 5-10 minutes pour choisir ton sujet et ensuite, le temps de tournage, alors j'ai pas regardé la durée de tes vidéos, mais j'imagine c'est entre 15 minutes et 1 heure, quoi? Ouais, c'est exactement ça. OK. Donc pareil, process hyper rentable. J'adore. Process rentable parce qu'en fait, tu vois, moi, en gros, j'ai 1 heure et demie de travail par vidéo YouTube, ce qui est Mmh. le tournage et la réflexion, le fait de me remettre un peu dans le bain juste avant de tourner. Ouais. Derrière, la vidéo, elle sort sur YouTube, ça me fait 3-4 épisodes, 2-3 posts LinkedIn, hem et c'est cool. Ça roule tout seul, quoi. Et ça vient alimenter le process que tu disais un petit peu plus tôt, de te rendre visible pour obtenir derrière des conférences. Ouais, exactement. Génial. Ça, pour celles et ceux qui sont pas habitués à ça, ça s'appelle, une content flywheel. Donc ça permet en fait de partir d'un gros contenu, donc une vidéo, un documentaire, peu importe, de le découper en plusieurs contenus plus petits et donc en plus, ça va alimenter la machine d'acquisition de Samuel. Donc moi je trouve que c'est hyper intelligent, j'adore. Bravo. Tout à l'heure, tu disais que, tu avais de l'avance au niveau de tes projets et pour un profil créatif, je sais que, ce côté inspiration, ce côté envie et cetera, c'est important. Donc comment est-ce que tu fais concilier les 2? Bah, justement, le fait d'avoir de l'avance, c'est-à-dire que très concrètement, je ne suis jamais dans l'opérationnel. Je du quotidien, j'ai tout le temps 2 à 3 mois d'avance sur les projets sur lesquels je bosse. Il y a rien aujourd'hui, je ne fais rien pour les 2-3 semaines qui viennent. Au plus tôt, ce sur quoi je vais bosser aujourd'hui, je m'en occuperai là, actuellement, franchement, je m'en occuperai, vers, début avril et c'est ce qui me permet parce qu'évidemment, ça c'est le process, mais la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est qu'il y a des imprévus. C'est ce qui me permet de me dire qu'en cas d'imprévu, je suis hyper large et il y a jamais d'urgence à gérer. Et si jamais tu as une vraie urgence, je sais pas, tu es sur un événement, dans la production, il peut se passer mille problèmes, tu vois? Bah, tu as le temps de le gérer parce que tu es pas en train de gérer l'urgence pendant 3 jours, elle est déjà réglée depuis 3 mois celle-là. Et ça me permet aussi d'aller à mon rythme. Tu as des semaines qui sont hyper intenses où j'ai pas le temps d'avancer. Là, typiquement, je sors d'un tunnel de 2 semaines où j'ai pas eu le temps du tout d'avancer sur les trucs qui sont importants pour avril, mais je sais que les 2 prochaines semaines, ah, tout va être prêt. Et quand avril arrivera, du coup, je peux profiter du moment parce que, en fait, quand je dis profiter du moment, c'est que concrètement, j'ai des conférences, j'ai des projections, j'ai des tournages. Donc, c'est des trucs où il faut que je sois présent en représentation et pas en train de penser au fait de prévoir ce qui va se passer le lendemain. C'est ça que je peux vivre chaque journée, qui sont souvent très différentes les unes des autres, sans avoir la charge mentale de me dire: «Et qu'est-ce qui se passe demain? Et il faut que je fasse des trucs». Non, il y a rien à faire pour demain. Il faut juste être là et se pointer, c'est tout. On peut réfléchir si on veut à ce qui se passera dans 3 mois, si on a un petit peu de temps. Mais Ouais, si on a envie aussi d'anticiper, à ce point-là. ouais, mais c'est important, tu vois? J'anticipe pas 1 an, mais j'ai c'est toujours ce matelas de 2-3 mois d'avance dans tous les projets et voilà, tu vois? J'arrive bien, je pense, à prioriser, tu vois? Je sais qu'il y a des trucs qui faut sur lesquels il faudrait que je commence à bosser pour septembre prochain. Mais quand j'aurai kické les trucs pour avril, là, je vais commencer à m'intéresser à septembre et voilà et peut-être que ça sera déjà au mois de mars, peut-être que ça sera déjà au mois de mai. OK. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens, plus créatif qu'avant? C'est une bonne question. Je dirais autant
Je pense que je me connais mieux, je sais, dans quel moment je vais avoir, envie de prendre du temps pour être créatif et d'autres moments sur lesquels je vais pas du tout avoir envie, et il faut que j'exécute. Je pense que j'écoute beaucoup mieux mon état d'énergie en fonction de la journée et j'arrive mieux à adapter mon lieu de travail aussi en fonction est-ce que je vais être créatif ou est-ce que je vais être dans la production? Hem, non, je pense pas que je suis plus créatif, mais par contre, je gère mieux mes moments de créativité. Intéressant, j'aime bien la nuance. Ça ferait un bon réel. Hem, Comment tu gères ton énergie au quotidien? Je me couche très, très tard le soir. Je me lève idéalement quand j'ai pas de train le matin, à l'heure à laquelle mon corps me réveille. Je dors, je sais pas, 7 heures par nuit, ça me va bien et après, le non négociable, c'est que je fais du sport tous les jours. J'ai au moins une session d'1 heure et demie, de sport tous les jours. C'est souvent du tennis, ça peut être d'autres trucs, de la wing, du ski si c'est l'hiver, et ça, c'est hyper important, ça passe en priorité sur absolument tout, et après, il y a pas de limite, si tu veux. Je bosse, quand j'ai envie, je fais des pauses quand j'ai envie, et surtout, j'essaie de changer d'endroit régulièrement en fonction de la tâche. Mmh. Tu as un exemple à nous partager? Ouais, bah, tu vois, là, je suis chez moi, c'est assez rare, mais du coup, j'ai globalement 3 spots où je bosse. Là, on est à mon bureau. C'est là où je vais peut-être le produire le plus, où je vais débiter, où je vais être en enregistrement. Heu, j'ai un côté créatif, dans le canapé où c'est là où généralement je me pose pour prendre des notes. C'est là où si je dois faire une review, par exemple, d'un truc, je suis plus confortable, c'est plus sympa. Et puis, par contre, si je dois écrire, de façon assez créative, une newsletter, par exemple, Heu, là, je vais me mettre à une autre table, un autre endroit, plus proche de la fenêtre, où je vais pouvoir papillonner un peu plus, tu vois? Alors que là, ici, je suis dans mon tunnel face à un mur et je peux que débiter. En fait, le fait de changer d'endroit fait que si tu passes 12 ou 15 heures dans la même journée, j'ai peur, mais je passe rarement 12 ou 15 heures, mais peut-être, 30 jours sur l'année sur lesquels il faut que je fasse des journées de 12-15 heures. Bah, Mmh. en fait, quand tu changes 3 fois d'endroit dans la journée, tu as pas l'impression d'avoir bossé, 12 ou 15 heures de la même façon. Ouais et puis ça met ton cerveau aussi en condition, en mode, là on passe d'un mode hyper productif, à ton bureau, à un mode, plutôt, papillon créatif, à la table de ta cuisine par exemple ou sur ton canapé. Ouais, il y a ça et puis après il y a le fait, sur une même année aussi, de vraiment changer. C'est-à-dire que j'ai vraiment des mois très oisif où en fait je bosse, 15-20 heures par semaine max. Parce que je suis sur les moments où j'écris un nouveau documentaire, je suis en train de faire de la préparation de certaines choses. Je dirais qu'il y a 4 mois dans l'année comme ça et puis il y a, 4 mois ultra, ultra intenses où là, c'est plutôt des semaines de 70 heures, facile et c'est très intense, mais je sais pourquoi et puis des mois, voilà, qui sont plutôt raisonnables, assez équilibrés, et je connais bien ces périodes-là. Du coup, mon niveau d'énergie change, tu vois? Là, je sais que je sors d'un mois hyper intense et là, j'ai un mois devant moi très, très chill. Il me reste encore quelques jours d'intensité, mais après c'est très tranquille et du coup, je planifie aussi mes temps de repos, de récup, ou alors des moments où je vais être en pleine énergie, où je vais essayer de pas du tout boire une seule goutte, tu vois? De pas trop faire d'écart, et je suis en bien meilleure forme et ça se passe bien. C'est génial parce qu'au final, tu as réussi, en apprenant à te connaître au fil du temps, tu as réussi à te créer ton propre système interne et du coup, tu arrives à détecter, bah, là, par exemple, tu vas pouvoir, te poser un petit peu plus, sur le mois qui arrive, au moment où on enregistre. Mais peut-être après, bah, tu vas enchaîner sur un mois un petit peu plus intense avec de la promo et cetera et donc tu vas adapter tes routines, peut-être tes routines alimentaires, tes routines sportives, tes sorties et cetera aux objectifs que tu t'es fixés, en fait, professionnellement parlant. Ouais, il y avait pas besoin et après on va faire autre chose. Si tu acceptes ça, parce que parfois quand tu es indépendant, tu as ce sentiment de culpabilité de: «Ah, j'ai pas bossé». Ouais, mais en fait, il y a rien à faire. C'est pas grave. Et juste si tu acceptes ça et tu te connais et tu arrives à gérer ton année, je trouve que c'est beaucoup plus puissant et tu culpabilises pas. C'est-à-dire que quand c'est le temps de repos, tu te reposes vraiment et quand tu bosses vraiment, c'est que tu bosses vraiment, tu es pas là pour faire semblant. Ouais et puis, bon, c'est tout un mécanisme à déconstruire, le présentéisme derrière son bureau, mais c'est aussi, quand tu es entrepreneur, aller apprendre qu'il y a plein de façons différentes de bosser, que nous, on nous a appris, c'est assis à un bureau face à un ordinateur Ouais. ou, sur un atelier, dans une industrie ou peu importe, mais c'est toujours un truc hyper statique alors que moi, depuis que je mets du mouvement dans ma vie d'entrepreneur, j'ai l'impression de moins bosser à mon bureau, mais par contre, d'un point de vue créatif, d'un point de vue opportunité et même relationnel, c'est le jour et la nuit. Mais carrément, mais bien sûr et puis je pense que ce qui est très précieux aussi, c'est de savoir prioriser, se dire dans une to do d'une journée, qu'est-ce qui va me prendre 2 minutes, 10,
1 heure, qu'est-ce qui va nécessiter que je sois hyper focus ou que je peux faire un peu en fin de journée? Et du coup, de se dire: «Bah, en fait, ça, j'ai que 10 minutes entre 2 calls, je kick cette tâche-là. Mais par contre, là, j'ai besoin une demi-heure ultra focus, sans dérangement. Bah, OK, mon tel, il est éteint, j'ai pas internet, je fais cette tâche-là». Et si tu arrives à bien segmenter un peu ta journée en fonction des tâches, là, c'est là où tu es le plus efficace et tu avances trop bien. Ouais. Alors au niveau des priorités, je fais un petit disclaimer parce que c'est important. Faut pas trier vos tâches que par rapport au temps qu'elles prennent, hein. Faut quand même regarder le ROI derrière. Si, le but c'est de vous perdre sur TikTok, sur Instagram ou sur votre boîte mail, c'est peut-être pas le truc le plus rentable, même si ça prend pas forcément beaucoup de temps. Oui. D'ailleurs, un truc, moi, qui m'a libéré là-dessus, c'est de ne pas Vas-y. considérer les mails comme du travail. C'est qu'en fait, Oh, pour moi, ça je n'ai pas travaillé si j'ai juste répondu à des mails. C'est pas une session de travail. Ça doit être fait dans des interstices, les mails, mais ça ne doit pas être considéré comme travail. Parce que sinon, en fait, ça peut être infini, hein. Tu peux passer 4 heures par jour à juste répondre à des mails ou en lire et ça sert à rien. Tu as pas avancé quand tu as fait des mails. c'est clair. C'est très, très bien que tu en parles justement parce que, bah, on avait fait un épisode il y a pas si longtemps, sur Work in Process avec, Laura Bocobza sur le système de veille et donc on parlait des newsletters auxquels on s'abonnait et parfois on a une quantité énorme de newsletters qu'on reçoit, qu'on a envie de lire. Sauf que, bah, en fait, si tu prends ce temps-là pour lire toutes les newsletters, mettons tu en reçoives 300 par jour, ça veut dire que tu acceptes aussi que ces ressources-là soient pas allouées à ton bien-être, au développement de ton business, à ta famille, Mmh. tout ça. Carrément. OK. Si là, il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter encore, et qui hésite à structurer son business parce que c'est un profil créatif comme toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Il faut le commencer juste par ce qui est vraiment, important ou relou. En fait, dès lors que tu fais des tâches 2-3 fois la même chose, essaie de te dire, «Est-ce que je peux pas le déléguer? Est-ce que je peux pas m'appuyer sur un outil qui permettrait d'aller plus vite? Est-ce que je gagnerais pas du temps?» Et moi, je suis vraiment parti je j'ai pas fait des process pour faire des process, mais j'ai vraiment fait des process parce que ça devenait essentiel sur certaines choses et que je pouvais pas atteindre mes objectifs, sans ça. C'est tout. Mais en fait, je pense que quand tu as besoin de mettre un process, de te structurer, ça vient assez naturellement. C'est que tu le sais au bout d'un moment, tu vois? Et là, je sais qu'il y a un autre truc sur lequel je devrais mettre des process et je vais y arriver, je pense, dans les semaines qui vont se passer et j'avais pas identifié il y a quelques mois parce que c'était pas un sujet, tu vois? Et ça aurait pas eu de sens de le mettre en place il y a quelques mois alors qu'aujourd'hui, ça serait cool. OK. Donc ce qu'il faut retenir au final, c'est que structurer sa boîte, c'est pas la rendre plus rigide, sinon c'est pas dans le bon sens que vous structurez votre boîte. C'est au contraire se créer, on parlait de salle de jeu tout à l'heure, c'est de se donner un Ouais. terrain de jeu un petit peu plus stable. Ouais, plus stable et peut-être, même plus grand, tu vois? Par exemple, YouTube, je ne faisais pas. J'avais pas du tout ça, et aujourd'hui, j'ai des process autour de YouTube, qui me permettent de faire du YouTube sans que ça me prenne de temps du tout. Parce qu'en fait, si on m'avait dit, qu'il fallait que je fasse tout ce que je délègue aujourd'hui, j'aurais pas pu le faire. Clairement. D'ailleurs, on mettra le lien de ta chaîne, dans les notes de l'épisode. Petit exercice, si tu es encore en train de nous écouter, regarde ce que tu fais dans ton quotidien, tu prends une semaine, un mois, peu importe et tu réfléchis à une chose que tu pourrais commencer à arrêter de porter tout seul. Même, le plus petit truc possible, par exemple classer tes mails. Voilà, on parlait de la boîte mail tout à l'heure. Tu notes ça et derrière, tu réfléchis à la solution la plus simple pour résoudre ton problème. Exemple, pour classer tes mails, tu as des automatisations qui peuvent s'intégrer à un Gmail très facilement, qui te range tes mails et si tu mets un agent IA derrière, il peut même te faire la synthèse et te dire où tu dois répondre. Voilà, petite parenthèse technique, pratique, mais qu'on aime bien sur Work in Process. En tout cas, Samuel, merci beaucoup pour cette conversation, pour les coulisses que tu nous as partagées aussi sur Work in Progress. Où est-ce qu'on peut te retrouver, hormis YouTube, bien sûr, pour te suivre? LinkedIn, j'écris pas les posts moi-même, mais c'est moi qui réponds aux messages, donc je pense que c'est la meilleure façon. Le billet du futur, c'est ma newsletter, que j'envoie toutes les 2 semaines. Et puis après, si vous voulez découvrir l'univers que vous ne me connaissiez pas avant cet épisode, le mieux c'est de regarder les documentaires parce que c'est ce sur quoi je travaille le plus et qui est le plus abouti dans ma réflexion. Super, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. En tout cas, je te remercie beaucoup, Samuel, pour tout ce que tu as partagé. Et nous, on se dit à très vite dans un prochain épisode. Merci Marine, salut. Voilà, l'épisode est presque fini. Je voulais te laisser avec une dernière idée simple. C'est que structurer, ça va pas rendre ton travail moins vivant. Ça va te donner un cadre qui te permettra de durer.
un terrain de jeu beaucoup plus stable, comme on l'a dit en fin d'épisode. Et surtout, ça va éviter que tout repose sur toi, c'est-à-dire sur ton cerveau, sur ton énergie, sur ta motivation du moment. Donc, si je devais résumer, ce que j'ai adoré dans l'approche de Samuel, c'est que il cherche pas à tout optimiser. Il cherche à être ultra clair sur ce qui compte, à avoir de l'avance et à déléguer le reste de façon fluide. D'ailleurs, tu l'as bien vu, il va aller déléguer des choses où lui, en tout cas, il ne se sent pas particulièrement bon, ou des choses où il ne sent pas qu'il a une grosse valeur ajoutée dessus. Et il va chercher les profils experts qui vont aller combler ça. C'est ce qui les rend complémentaires et si puissants. Et c'est exactement ça pour moi une organisation qui respecte la créativité. C'est un système qui va venir protéger l'élan au lieu de l'écraser. Avant de te laisser, je te propose un dernier micro-pas. Choisis une chose que tu portes encore tout seul au quotidien, même un détail bête. Et pose-toi la question, c'est quoi la solution la plus simple pour arrêter de la garder dans ma tête? Ça peut être une checklist, une automatisation, une délégation, un rituel, un truc léger. Mais par contre, il faut que ça soit concret. Et bien sûr, tu vas pouvoir retrouver tous les contacts de Samuel dans la description de cet épisode. Donc, ses liens, ses réseaux sociaux, sa chaîne YouTube et même ses documentaires. Nous, on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Work in Process. Merci d'avoir écouté Work in Process. Si l'épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et si tu veux aller plus loin, rejoins ma newsletter. Je t'y partage chaque semaine des ressources pour construire un business durable sans t'oublier. Tous les liens sont en description. À très vite!